Alors, bonjour à tous. Nous allons commencer tout de suite à l'instant notre atelier sur le codage. Donc, l'atelier s'intitule Pour une intégration réfléchie du codage dans notre planification annuelle. Donc, un peu le but de cet atelier, ce n'est pas nécessairement de faire du codage, mais plutôt, avant que l'année scolaire commence, de se donner un peu une idée comment on va planifier ça, comment est-ce qu'on va intégrer ça dans notre planification annuelle, le fameux codage. Si vous êtes dans la province de l'Ontario, mais vous savez que maintenant, le codage fait partie de notre programme d'études en mathématiques première à huitième et aussi en mathématiques neuvième année. Donc, ça devient important de l'inclure et on va voir comment est-ce qu'on peut faire cette intégration. Si vous venez des autres provinces, eh bien évidemment, le codage peut être intégré aussi à votre enseignement, même si ce n'est pas explicitement mentionné dans vos programmes d'études. Donc, bienvenue à du réseau d'apprentissage de l'Ontario. C'est notre première rencontre ensemble. Vous allez aussi en avoir un jeudi, un atelier qui va être offert en anglais et qui va aussi porter sur le codage. Donc, j'aimerais me présenter. Moi, c'est Dominique Tremblay. Je suis un consultant en éducation. Je suis un consultant en éducation en Ontario, mais j'œuvre un peu partout au Canada et à l'étranger. Donc, vous avez mon adresse de courriel ici, mon numéro de téléphone et aussi, si vous voulez me suivre sur Twitter et Instagram, eh bien, vous avez mon information, D_Tremblay. Moi, j'ai été un enseignant pendant 13 ans dans une belle petite école franco-ontarienne à Trenton, en Ontario. Petite école qui incluait des élèves de la maternelle jusqu'à la 12e année. Donc, ce qui me donnait là un bel aperçu puis je vais même me dater ici de maternelle à 13e année à l'époque. Donc, ce qui me donnait un bel aperçu là, des niveaux d'apprentissage à scolaire. Et puis là, ça fait 11 ans que j'œuvre maintenant en éducation pour appuyer le personnel enseignant, le personnel à la direction dans les écoles un peu partout au Canada et à l'étranger. Je suis aussi un enseignant accrédité Lego Éducation. Donc, j'offre des formations sur l'utilisation des Lego et ça, un peu plus tard, vous allez voir qu'on offre les formations sur l'apprentissage par le jeu. Et évidemment, les briques et les pièces de Lego sont un outil idéal pour parler d'apprentissage par le jeu. Donc, si ça vous intéresse, ça vient un peu plus tard dans la saison. Je crois que c'est au mois d'octobre. Donc, regardez l'horaire des ateliers OECM pour ces ateliers sur l'apprentissage par le jeu. Ceci dit, avant qu'on commence, j'aimerais reconnaître la terre où l'on se retrouve. Donc, reconnaître cette terre sur laquelle nous sommes et nous tenons, c'est reconnaître la vérité. Et reconnaître la vérité, c'est reconnaître la connexion et la déconnexion. C'est reconnaître la connexion et la déconnexion, c'est aussi reconnaître les nations qui prennent soin de notre terre-mère. Maintenant, reconnaître notre mère, c'est reconnaître la vérité. Et reconnaître la vérité, c'est aussi reconnaître, c'est le premier plan au niveau de la conversation. Donc, ici, c'est une citation qui est traduite de Monique Aura, de la Nation des Onédas. Et moi, j'aimerais vous dire que je diffuse aujourd'hui à partir d'un territoire, le territoire des Mohawks, donc pas de Kanawagé, mais les Mohawks de Tainega, tout près de Belleville. Donc, je trouve ça important de reconnaître la terre où l'on se retrouve en ce moment. Donc, dans le clavardage, j'aimerais que vous me mentionniez d'où vous venez, qu'est-ce que vous faites, qu'est-ce que vous enseignez, est-ce que vous êtes en Ontario, est-ce que vous êtes ailleurs au Canada, et aussi peut-être nous dire à quel niveau vous enseignez, mais ça peut peut-être me donner des idées sur qu'est-ce que je vais couvrir avec vous aujourd'hui. Donc, qui sont nos partenaires? Pourquoi ces ateliers sont offerts gratuitement? Ben, j'aimerais les remercier au départ, nos partenaires. Premièrement, on est les technologies Dell, donc technologies Dell qui a tout organisé ces ateliers avec nous. Donc, on les remercie beaucoup. On a aussi ALP. ALP, qui est un organisme qui offre du perfectionnement professionnel un peu partout en Amérique du Nord et puis qui ont travaillé fort pour faire une belle brochette d'ateliers en anglais comme en français. Je vous invite à regarder l'horaire sur le site de l'OECM. Donc, ALP ont vraiment été recrutés des formateurs et des formatrices de qualité pour vous offrir du perfectionnement professionnel gratuit. Donc, cette séance de perfectionnement professionnel est mise à la disposition grâce à l'OECM. Et puis, l'OECM nous a
gracieusement offert là, la publicité et le site pour être capable de promouvoir ces ateliers. Donc, je vous invite à en parler à vos collègues. C'est notre premier atelier aujourd'hui en français. Nous allons en avoir plusieurs aussi sur l'entrepreneuriat, sur la réconciliation avec les Premières Nations, sur l'apprentissage par le jeu, sur le codage. Donc, on a une belle brochette d'ateliers en français pour vous. On en a même un sur l'apprentissage socio-émotionnel. Et ALP, le Advanced Learning Partnership, qu'est-ce que c'est? Bien, comme je vous disais, c'est un groupe qui vise à offrir du perfectionnement professionnel pour les enseignants. Entre autres, leur motto, leur valeur, c'est ensemble, nous perpétuons la confiance. Ensemble, nous chérissons les valeurs des personnes. On reconnaît les valeurs des personnes qui se trouvent autour de nous, dans nos milieux de travail, dans notre entourage. Nos aînés aussi qui peuvent nous amener beaucoup de sagesse et de savoir. Ensemble, nous saisissons les opportunités et ensemble, nous servons avec gratitude. Donc, je vous invite à aller regarder leur site web aussi pour en savoir ALP. Je vous mentionne que l'atelier est présentement enregistré. Donc, cet atelier va être offert ensuite sur le site de l'OSCM. Donc, sachez que si vous choisissez d'allumer votre caméra ou votre micro, que nous enregistrons présentement l'atelier. Donc, cet enregistrement va ensuite être disponible. Si vous préférez ne pas être vu, donc vous pouvez participer dans le clavardage plutôt que d'allumer votre micro. On vous suggère en tout temps de mettre votre micro en sourdine, mais si vous avez une question, on est un petit groupe aujourd'hui, n'hésitez pas à allumer votre micro. Nous aimerions aussi vous voir la vignette si vous acceptez. Donc, vous pouvez allumer votre caméra pour nous saluer. Et vous avez aussi la messagerie privée et la conversation. Donc, dans le petit onglet chat, vous allez pouvoir soit envoyer des messages privés aux autres participantes et participants, ou vous pouvez laisser des messages pour que nous puissions les voir. Et aussi, bien, si vous voulez nous offrir des rétroactions pendant l'atelier, il y a l'icône des réactions. Et on espère que vous ne cliquerez pas sur l'icône de quitter la réunion, que vous allez attendre à la fin de la réunion parce que je pense qu'on a du beau contenu pour vous aujourd'hui. Donc, aujourd'hui, nos objectifs d'apprentissage, comme je mentionnais, c'est vraiment de se concentrer sur notre planification du codage. Et je ne ferai pas de codage comme tel beaucoup parce que les outils peuvent varier, mais ça, on en offre dans d'autres formations. Mais aujourd'hui, on va vraiment se concentrer sur bien choisir les outils, bien planifier, bien l'intégrer à notre programme d'études. Donc, ça va être les sujets sur lesquels on va se concentrer aujourd'hui. Donc, pourquoi le gouvernement a décidé que nous allions apprendre le codage en Ontario? Bien, selon la recherche, on nous dit que 65 des jeunes vont travailler dans des emplois qui n'existent pas. Et si on pense à nous en tant qu'enseignants et on regarde les emplois qui existaient à l'époque, lorsque nous avons été à l'école primaire, à l'école secondaire, bien, il y a plusieurs de ces emplois-là qui n'existent plus. Et les emplois qu'on fait aujourd'hui, ce sont beaucoup des nouveaux emplois. Je pense par exemple à un spécialiste en marketing numérique. Ça n'existait pas à l'époque, ça existe de nos jours. C'est un nouvel emploi. Il y a beaucoup plus d'emplois en robotique aussi. Donc, il y a une série de nouveaux emplois qui commencent à apparaître et qui vont continuer d'apparaître. Maintenant, dans les nouveaux emplois, ce qu'on dit, c'est que 80 de ces nouveaux emplois-là vont demander des compétences en STEM, en sciences, en technologie, en ingénierie et en mathématiques. Et dans les emplois en STEM, on dit que 71 de ces emplois-là vont être en informatique. Donc, d'acquérir des habiletés en informatique, des habiletés en codage, c'est quelque chose d'utile pour nos élèves. Et même s'ils ne s'en vont pas en informatique, toute la pensée, le raisonnement logique qu'ils vont avoir acquis dans ces activités-là, bien, ça peut les être utile au niveau du développement des compétences, surtout lorsqu'on parle d'apprentissage socio-émotionnel. Hein, lorsque les élèves font du codage, souvent, ça peut être frustrant. Ça ne marche pas du premier coup, c'est très frustrant. Et les élèves, bien, ils vont apprendre qu'il faut être patient, il ne faut pas avoir peur d'avoir de la résilience. Donc, ils vont développer cette capacité-là à continuer de travailler, même quand ça ne fonctionne pas à l'heure. Donc, à quoi ça peut servir aux élèves? Bien, premièrement, un élève pourrait créer ses propres applications. Et ça, je l'ai vu dans
Je l'ai vu là, au secondaire et même un peu à l'élémentaire, des élèves qui deviennent assez bons en codage et en font assez, qu'ils vont être capables de créer leur propre appli et de se mettre à la vente sur le Google Play Store ou sur le Apple App Store. Donc, ça peut devenir des emplois intéressants, hein, même une source de revenus pour les élèves. Ce n'est pas obligé d'être une source de revenus, mais ça pourrait devenir une source de revenus intéressante de créer leurs propres applis. De plus en plus, si les entreprises demandent des sites web, et on ne veut pas des sites web statiques, on veut des sites web interactifs. Donc, d'apprendre le codage, ça permet de créer ces sites web interactifs-là. Puis là, vous allez me dire, oui, mais il existe des outils pour créer des sites web. On n'a plus besoin de les coder à partir de zéro. Et ça, vous avez raison. Pour faire le design du site web, il existe des outils maintenant, des sites qui nous permettent de faire ça. Par contre, pour ajouter de l'interactivité, des bases de données, des éléments qui vont faire appel à des bases de données, là, il faut ajouter de l'interactivité et ça demande des habiletés et des compétences en codage. Et j'ai vu encore une fois plusieurs élèves à l'intermédiaire et au secondaire qui décident de se partir leur propre entreprise à faire des sites web interactifs. Et il y a plusieurs petites entreprises dans leur région qui ont besoin d'un site web interactif et qui vont vouloir faire appel à leurs compétences, faire appel à leurs services. Ensuite, certains élèves vont peut-être s'intéresser à la robotique. Les robots peuvent être utilisés pour accomplir des tâches dans notre vie, ou peut-être que vous allez avoir des élèves qui vont s'intéresser au fameux concours de robotique. Donc, ça, c'est une autre option. Le codage appris en salle de classe pourrait être utilisé en parascolaire pour faire de la robotique. Certains élèves vont peut-être vouloir se lancer dans une carrière en informatique. Ça, c'est une possibilité aussi. Certains élèves vont vouloir analyser des données plus rapidement. Présentement, on est en période électorale. Hein? Il y a plusieurs outils qui analysent les données de ce qui se passe avec les résultats électoraux. Bien, ou même avec la fameuse pandémie de COVID, on a une foule de données. Être capable d'analyser rapidement des données, ça peut demander des habiletés en codage. Donc, ça, c'est une bonne chose à apprendre. Et si vous regardez le curriculum en 8e année en Ontario, on a spécifiquement l'idée d'utiliser le codage pour faire de l'analyse de données. Peut-être certains élèves vont être des petits inventeurs, hein, des jeunes inventeurs, des jeunes inventrices. Donc, peut-être qu'ils vont vouloir créer leur propre invention. Puis le codage peut inclure de l'électronique aussi. On va en parler un peu plus tard, mais si on irait chercher toute l'idée d'utilisation, par exemple, des microbits ou des Arduino ou des Raspberry Pi qui permettent de créer des inventions pas mal cool. Je vous donne un exemple. Cette année, je travaillais avec des élèves dans le nord de l'Ontario et puis ces élèves-là ont décidé d'utiliser un capteur qui détecte la présence d'alcool dans l'air. Pourquoi? Bien, souvent, ça va être utilisé comme un analyseur pour la laine lorsqu'un policier va arrêter quelqu'un pour vérifier le taux d'alcool dans son sang. Mais ces élèves-là l'ont utilisé d'une autre façon. Ils ont remarqué que les commerces, les gens qui travaillent dans les commerces ont toujours besoin de rappeler aux gens de se mettre du Purell sur les mains. Donc, eux autres, ce qu'ils ont dit, c'est qu'ils se sont dit, c'est tannant, c'est difficile pour les employés dans les commerces de toujours rappeler aux gens avant d'entrer de se mettre du Purell sur les mains. Donc, ils ont créé une petite invention où tu mets tes mains sous le capteur, ça détecte la présence d'alcool, et si la senteur d'alcool est suffisante, bien, ça va ouvrir la porte, sinon ça va donner un message, tu dois rajouter du Purell sur tes mains. Un exemple d'invention. Vous avez peut-être vu cette année à l'Expo Sciences canadienne aussi, des jeunes qui ont créé une canne à pêche pour les amputés, donc des jeunes du Conseil scolaire du Nouvel-Ontario. Et cette canne à pêche, bien, pour les amputés, elle a un capteur qui permet de détecter s'il y a un poisson qui a été pris et d'enrouler automatiquement. Ce qui n'est pas facile à faire si tu n'as pas accès à une deuxième main. Donc, ils ont utilisé ici le codage, mais aussi l'électronique pour faire leur propre invention. Ça peut nous rendre la vie plus agréable aussi. On a tous dans nos maisons, par exemple, un Google Home, un thermostat automatique, une ouvre-porte de garage automatique, une sonnerie à la porte à l'avant automatique. Donc, toutes ces choses-là contiennent du code et rendent notre vie beaucoup plus agréable. Donc, ça aussi, c'est une autre raison pourquoi est-ce qu'on voudrait apprendre à coder. Ensuite, quand on est en train de coder, une des choses qui est super importante,
c'est le développement de la pensée algorithmique. Donc, dans votre planification, non seulement on veut que les élèves apprennent à coder, on veut qu'ils apprennent à coder pour comprendre des concepts de mathématiques, mais on veut aussi qu'ils développent une certaine pensée algorithmique. Donc, qu'est-ce que c'est la pensée algorithmique? En anglais, on l'appelle le computational thinking. Ce sont tous les processus mentaux qui sont requis pour résoudre un problème. Mais ça, on résout déjà des problèmes dans notre vie. Quelle est la différence avec la pensée algorithmique? C'est que la solution va être effectuée par un appareil de traitement de l'information. Donc, ce n'est pas un humain qui va exécuter la solution, mais c'est bien un appareil. Maintenant, vous allez probablement voir, si vous commencez votre planification, vous cherchez des ressources, pratiquement tous les sites de ressources vous présentent des activités débranchées. En anglais, ils appellent ça des activités unplugged. Et qu'est-ce qu'on veut dire par des activités débranchées? Ce sont des activités où on n'utilise pas d'ordinateur. On fait du codage sans ordinateur. Comme par exemple, je pourrais demander aux élèves, donne-moi toutes les étapes requises pour lancer un ballon de basket dans un panier. Et là, je dois placer ma main gauche de cette façon, la monter à la verticale, placer la paume qui pointe vers la droite. Ensuite, je dois placer cette main-là ici. Ensuite, je dois monter, disons, de 30, 40 cm. Ensuite, je dois donner une force de tant de newtons avec tel angle. Vous voyez que juste lancer un panier de basket, il y a énormément d'étapes là-dedans. C'est difficile de donner toutes les étapes. Et je vous invite à chercher sur Internet une petite vidéo. Si vous cherchez là, Peanut Butter Sandwich, Dad, vous allez la trouver, cette vidéo-là. C'est une vidéo, c'est un papa qui demande à ses deux enfants de lui décrire comment faire une sandwich au beurre d'arachide et à la confiture. Et le papa suit les instructions de ses enfants à la lettre. Mais si ses enfants ne sont pas assez précis, ils s'organisent pour être un peu ridicules. Donc, par exemple, si l'enfant dit dépose du beurre d'arachide partout sur la tranche de pain, le papa, il n'en mettra pas juste sur un côté. Il va en mettre partout, devant, derrière, tous les côtés. Il va avoir du beurre d'arachide partout. Là, il va dire, oui, mais tu me dis partout, tu ne m'as pas dit juste d'un côté. Ça démontre à l'enfant l'importance, lorsqu'on donne des instructions, d'être précis et d'être exact. Souvent, il faut inclure des données quantitatives. Et ça vient un peu plus, évidemment, avec l'âge. Hein, les jeunes enfants vont utiliser moins de données quantitatives, plus de données qualitatives, mais ça vient un peu plus avec l'âge, l'idée d'ajouter des données quantitatives. Et ça, c'est super important parce que quand on va faire du vrai code sur un ordinateur, eh bien, là, il va falloir donner ces instructions-là précises parce que l'ordinateur n'est pas intelligent. On pense que c'est intelligent, un ordinateur, mais ça ne l'est pas tant que ça. Ça exécute les instructions à la lettre qu'on lui donne. Donc, l'élève va peut-être, lorsque vient le temps de faire du codage, s'il ne donne pas les instructions précises et exactes, l'ordinateur va faire des choses que l'enfant n'aurait pas voulu. Donc, j'adore cette vidéo-là avec le papa parce qu'il amène ses enfants et il lui donne plusieurs chances. C'est formatif. Ce n'est pas punitif. Et les enfants ont la chance d'améliorer leur texte et de voir comment le papa réagit. Et là, ça, il y en a plusieurs. Là. On pense à faire des high-fives. Deux élèves qui se donnent des high-fives. Il faut donner des instructions aux deux élèves qui arrivent à la bonne distance, qui aient la paume de la main dans la bonne direction. Il faut donner la bonne force. Même moi, quand les élèves, s'ils me donnent des instructions, je vais m'organiser pour être ridicule parce qu'ils ne m'ont pas donné des informations précises et exactes. S'ils me disent lève la main, je vais la lever puis je vais continuer à la lever. Continuer à la lever. Mais monsieur, arrête là. Ah, mais tu ne m'as pas dit de combien de centimètres. Donc, vous pouvez agir comme ça pour les encourager à donner des instructions précises et exactes. Donc, chercher des activités débranchées, il y en a beaucoup aussi, des labyrinthes, donner des instructions pour passer à travers un labyrinthe. Une des choses qui est difficile, apporter du liquide à la bouche. Ça, c'est très difficile avec l'angle, là. C'est très difficile à faire. Maintenant, c'est correct, les activités débranchées. On peut commencer dans notre planification annuelle que vous êtes en train de créer. Je vous invite à inclure au début des activités débranchées. Vous n'êtes pas obligé de tout de suite passer aux ordinateurs. Mais ultimement, on veut passer à un ordinateur. On veut passer à un appareil de traitement de l'information
Parce qu'un appareil de traitement de l'information, ça pense de façon un peu plus différente qu'un humain. Donc, qu'est-ce qu'on veut dire par un appareil de traitement de l'information? Est-ce qu'on veut dire un ordinateur? Bien, il y en a plusieurs des appareils de traitement d'information. Puis je vous invite à penser, j'ai quelques exemples ici à l'écran, mais je vous invite à penser vous-même à différents appareils de traitement de l'information. Donc, par exemple, un ordinateur, c'en est un. C'en est un. Mais même des choses à la maison, notre four, notre cuisinière, le four à micro-ondes, ce sont des appareils de traitement de l'information. Notre téléphone cellulaire, un microcontrôleur, c'est un appareil de traitement d'information. La télécommande de la télévision, c'est un appareil de traitement de l'information. L'aspirateur de type Roomba, c'est un appareil de traitement de l'information. Et si vous pensez, là, il y en a encore plus. Là. Dans votre maison, votre robot culinaire, c'est probablement un appareil de traitement de l'information. Votre machine à pain, c'est probablement un appareil de traitement de l'information. Votre système de caméra de surveillance, c'est probablement un appareil de traitement de l'information. Donc, invitez les jeunes à penser de plus en plus de nos jours avec le fameux Internet of Things, l'Internet des objets. Il y a beaucoup d'appareils de traitement d'information. Les élèves doivent réaliser côté emploi, carrière, que tous ces appareils-là contiennent du code. Et il y a un humain qui a dû rédiger ce code-là. Ton thermostat intelligent qui dit OK, température de 2 degrés, il y a un humain qui a codé la reconnaissance vocale et qui a fait le code pour être capable de changer la température. Ça, il y a quelqu'un qui a codé ça. Et tous ces appareils-là demandent du code. Je pense que si vous le permettez de regarder ce qui se trouve autour d'eux, ça rend le codage beaucoup plus cool aussi que juste parler de l'ordinateur comme tel. Maintenant, pensons au traitement d'information. Et je vous ai dit qu'un humain et un ordinateur, ça réagit, ça traite l'information de façon un peu différente. Donc, pensons à un humain, un cerveau humain et à une puce informatique. Et selon vous, quelles sont les différences dans le traitement de l'information par un cerveau humain et par une puce informatique? Mais si vous y pensez, une puce informatique, on pense que c'est intelligent, mais en théorie, c'est relativement stupide. Et on commence à faire des poussées en intelligence artificielle, mais on n'est pas encore à la capacité d'un cerveau humain. Maintenant, la puce informatique est souvent meilleure que nous à certaines tâches. Je vous invite à penser certaines tâches qu'une puce informatique fait mieux qu'un humain. Je vous donne des exemples. Trouver la liste des 100 premiers nombres premiers. Une puce informatique, ça fait ça. Faire des divisions, des multiplications, des additions complexes rapidement, une puce, ça fait ça. Ça fait très bien ça. Très rapidement et souvent de façon très exacte. Pensez à un cerveau humain. C'est difficile de faire ça. Par contre, boire une gorgée de café. Un humain, même un jeune enfant, on parle peut-être pas d'une gorgée de café, là, mais gorgée de liquide. Un jeune bambin apprend rapidement à amener une tasse à ses lèvres et à être capable de la boire sans faire de dégâts. Je ne sais pas si vous avez déjà avec vos élèves, mais enseigner à un robot à apporter du liquide sur nos lèvres, oh my God, c'est pas facile. C'est très difficile de donner ces étapes-là, qui le fassent très, très bien. Arriver à la bonne position, le bon angle et tout ça, très difficile. Donc, l'humain a des capacités qui sont difficiles pour un ordinateur. Apprendre à conduire. Hein? Nos humains ont rapidement appris à conduire. Tu sais, à l'âge de 16 ans, les humains commencent facilement à être capables de conduire. Et en théorie, ils seraient capables plus tôt. On le fait pour des raisons légales. Mais imaginez tout ce que ça prend maintenant pour faire la conduite automatique. Et nos voitures qui se conduisent automatiquement ne sont pas encore là. C'est difficile de faire de la reconnaissance d'image pour un ordinateur. C'est difficile pour un ordinateur de percevoir l'environnement de la façon dont on le fait nous. Donc, l'humain a ses forces et l'ordinateur a ses forces. Et ça, il faut en parler en salle de classe. Hein? On n'est pas obligé de tomber tout de suite à coder puis à rentrer du code. On peut amener l'idée du traitement de l'information auprès de nos élèves. Ceci dit, maintenant qu'on sait ce que l'humain fait de mieux et ce que l'ordinateur fait de mieux, on va parler de pensée algorithmique. Comme je vous disais, c'est le computational thinking. Et
peu importe ce que dit votre curriculum, s'il y a quelque chose qu'on veut l'amener chez nos élèves, c'est ces habiletés-là, c'est ces compétences-là. Hein? Euh, En mathématiques, on essaie de plus en plus d'enseigner par compétence plutôt que juste par connaissance. En sciences, on apprend les compétences des sciences, c'est apprendre à observer, à comparer, distinguer, poser des questions, faire des hypothèses. Oui, on continue d'avoir des connaissances en sciences, mais on met beaucoup l'accent sur les compétences. Même chose en informatique et en codage. Commençons à amener nos élèves à avoir des compétences en informatique, en pensée algorithmique, en codage. Et oui, on va apprendre les techniques, on va apprendre le lexique, la syntaxe du codage, mais à la fin, si on passe un élève à l'âge adulte, il ne se souviendra peut-être plus de toute la syntaxe, le lexique, la façon de coder, mais s'il a acquis cette pensée algorithmique-là, ça va être utile non seulement en informatique, mais dans sa vraie vie. Même chose avec les sciences. Un élève qui apprend la vitesse de la lumière, les 20 premiers éléments du tableau périodique, good. Mais un élève qui apprend à avoir une pensée critique, à être capable de chercher de l'information et de la valider, à se poser des questions, à émettre l'hypothèse, à consigner des données qu'il recueille, à les analyser, à être capable d'en discuter, d'argumenter. Cet élève-là apprend des habiletés qui vont être non seulement utiles aux sciences, mais à toutes les matières. Donc, encore une fois, dans votre planification du codage, mettez l'accent sur les compétences, sur les compétences qu'on développe en faisant du codage. Donc, regardons-les, ces compétences-là, ces processus mentaux qui font partie du codage. Premièrement, vous avez la décomposition. Quand je donne un problème de codage aux élèves, souvent le problème est relativement complexe. Être capable de le diviser en petites parties. Et tantôt, on va aller un peu dans une interface de codage, vous faire quelques démonstrations, mais sachez que vos élèves, avant de faire play pour tester le code, ils n'ont pas besoin de faire tout le code. Ils n'ont pas besoin de résoudre tout le problème. Là, tu rédiges 2 lignes de code et tu le testes. OK, on ajoute une autre ligne de code, on le teste. Il ne faut pas avoir peur de faire ce processus-là plutôt que d'essayer de faire tout le code. Là, tu fais play et tu réalises que tu étais parti dans la mauvaise direction. Donc, briser le problème. C'est les gens, par exemple, qui ont inventé Microsoft Word n'ont pas inventé toutes les fonctions de Word tout d'un coup. OK, première chose, on veut faire apparaître une page blanche. OK. Première chose, là, on ne parle même pas encore de texte, d'image, rien. On veut faire apparaître une page blanche à l'écran. Première chose. On veut faire apparaître un curseur. OK, c'est notre deuxième problème. Ils ont défait ça en petites bouchées. Les gens qui ont inventé Facebook, ils n'ont pas fait tout Facebook avec toutes les fonctionnalités dès le départ. Ils ont peut-être dit, OK, la première chose, on veut être capable que les gens fassent des publications texte. OK, on programme ça. On veut que les gens soient capables d'avoir plusieurs utilisateurs puis de faire des liens avec les utilisateurs. OK, on programme ça. Petite bouchée par petite bouchée. Souvent, je présente à des gens qui j'interviens là, en robotique, les défis des compétitions internationales. Puis ils disent, oh my God, mes élèves ne sont jamais capables de faire ça. C'est vrai qu'au départ, les élèves ne sont jamais capables de programmer des choses aussi complexes. Par contre, si on prend le programme en petites bouchées, OK, la première chose, faut-il aller chercher la balle. Je pense que tous les élèves, au départ, après quelques cours, seraient capables de faire un robot qui va chercher une balle. Hey, on a accompli la première partie. C'est pas avoir peur de célébrer les petits accomplissements des élèves à mesure que ça avance. Et je pense que ça, vous pouvez le modeler dans la salle de classe. Ça fait partie des compétences socio-émotionnelles, ça, de modeler les petits succès. Puis quand on a des défis aussi, de modeler que c'est correct de faire appel à la communauté. Les vrais programmeurs là, sont dans des communautés de codage. Et je vous invite à faire partie. Il y a plusieurs communautés en ligne, comme une que j'aime bien sur Facebook en français, c'est la communauté qui s'appelle la robotique pédagogique. Plein de profs qui sont là. Tu as un problème, tu l'affiches, tu as des dizaines de réponses très rapidement et c'est en français. Donc, ne pas avoir peur de joindre des communautés pour nous aider à résoudre des problèmes. La deuxième chose, quand on fait du codage, c'est connaître les motifs et les régularités. Puis là, ça me dit, on fait ça en maths aussi. Dans notre unité de modélisation et algèbre, on fait ça. En passant, j'ai une raison pourquoi le codage s'est retrouvé dans l'unité d'algèbre, parce qu'on fait beaucoup de régularités, on utilise beaucoup de variables
et de constante lorsqu'on fait du codage. Donc, être capable de reconnaître les régularités. S'il y a quelque chose qui se répète dans un programme, je n'aurai pas besoin de le programmer 10 fois. Je vais le programmer une fois et je vais utiliser ce qu'on appelle une boucle pour répéter. Ça, on va aller voir ça tout à l'heure dans un langage de programmation. Donc, être capable de reconnaître les motifs, les régularités, les choses qui se répètent ou qui reviennent. Ensuite, en pensée algorithmique, on utilise des algorithmes. Moi, j'aime bien ça faire référence à la belle chanson des New Kids on the Block. Hein? Step by step, ooh baby, hein? Étape par étape. Donc, oui, tu veux décomposer le problème, mais lorsque tu as un sous-problème, tu vas être capable de faire la liste des étapes. Et ça, la meilleure façon de l'amener, comme on a vu tout à l'heure, en utilisant des activités débranchées, ça nous permet d'amener cette idée-là d'algorithme. Hein? Étape, c'est quoi ta liste d'étapes pour y parvenir? Et si vous êtes un enseignant au cycle préparatoire ou au cycle primaire, vous enseignez avec les tout petits, souvent, on va commencer avec des activités, un robot dans un labyrinthe. Et le robot doit se déplacer en suivant une liste d'instructions. Évidemment, les algorithmes deviennent plus complexes. Comme je pense, par exemple, en 8e année, quand on fait de l'analyse de données, on pourrait faire un algorithme de tri, être capable de trier de l'information, la mettre dans l'ordre, d'ordonner de l'information. Et ça demande des algorithmes un peu plus complexes. Mais si on a amené l'idée qu'un algorithme, c'est une série d'étapes, et ça, on le fait en mathématiques déjà, là, dans votre domaine des nombres, quand on fait le sens des opérations, hein, l'élève développe ses propres algorithmes pour faire des additions, des soustractions. Donc, faire le lien entre être capable de donner la liste d'étapes pour accomplir quelque chose et appeler ça l'algorithme. Il y a une raison pourquoi ce qu'on appelle pensée algorithmique. Vous allez voir, il y a plusieurs traducteurs qui aiment dire en français pensée computationnelle. Ou pensée informatique. Je ne l'utilise pas, j'aime mieux pensée algorithmique parce que pensée computationnelle ou informatique, ça sous-entend qu'il doit absolument y avoir un ordinateur. Je trouve qu'avec pensée algorithmique, ça permet de réaliser que ces processus-là sont importants, peu importe s'il y a un ordinateur ou non. Le prochain. On va passer du temps sur le prochain aujourd'hui. Il est super important, c'est le processus d'abstraction. Souvent, quand on donne un problème de codage à nos élèves, on va avoir des éléments distrayants. Par exemple, si je fais un labyrinthe, puis je pourrais ajouter des maisons, puis des arbres, puis ça, ne sont pas nécessaires à la résolution de problème. Ils sont là pour rendre le labyrinthe plus intéressant. C'est des éléments qui distraient. Ce sont des éléments superflus. Donc, déjà là, un enfant maternel doit réaliser que, OK, non, je me concentre juste sur le chemin. On s'en fout de ce qui est autour. Moi, je me concentre sur le chemin pour faire mon algorithme. Ça, ce serait un exemple d'abstraction à un âge très jeune. Évidemment, à mesure que l'enfant avance au cycle moyen, au cycle intermédiaire, on va faire de l'abstraction un peu plus complexe. Et ça, je vais y revenir. On va passer du temps sur le processus d'abstraction parce que je trouve que ce serait important que vous trouviez moyen de l'inclure dans votre programme d'études, dans votre planification. Ensuite, vous avez la modélisation et la simulation. À un moment donné, tu veux tester. Et ça, c'est une boucle. Entre la modélisation, simulation et l'évaluation, ici, j'aurais dû mettre des flèches qui vont aller-retour. Hein? Tu testes ton code, tu l'évalues. Ça ne fonctionne pas, tu reviens. Tu l'évalues. Tu reviens. Tu l'évalues. Oh, peut-être qu'il faut que je revienne à ma liste d'algorithmes. Modéliser, évaluer. Donc, il y a des liens entre ces habiletés-là. Oh, j'évalue, le problème est trop complexe. Je vais venir le décomposer et je vais recommencer. Donc, être capable de passer à travers ces différents processus de la pensée algorithmique lors de la simulation et de l'évaluation de notre code. Donc, à un moment donné, pour notre code, on va faire play. Hein? On va le tester. Ça, c'est la modélisation-simulation. Et observer l'ordinateur ou l'appareil de traitement d'information ou le robot pendant qu'il est en train d'exécuter le code et d'évaluer. Hein? Ce n'est pas le prof qui évalue, là. Hein? C'est de l'auto-évaluation. C'est de l'évaluation de son propre robot ou de son propre code à l'écran. Et en passant, une des choses que vous allez probablement remarquer, c'est que lorsqu'on fait de la robotique et on fait du codage, les enfants n'ont pas besoin du prof pour lui dire qu'ils sont dans l'erreur. C'est ça qui est merveilleux.
sais, c'est pas comme je te donne ma feuille de maths, c'est le prof qui corrige, là, puis il me redonne, puis je réalise que j'ai eu les mauvaises réponses. En codage, c'est l'enfant qui réalise qu'il a les mauvaises réponses. Son robot ne fait pas ce qu'il est censé faire. Son code, son petit lutin à l'écran ne fait pas ce qu'il est censé faire. L'élève sait tout de suite qu'il a fait une erreur. Ça n'a pas besoin du prof pour lui dire qu'il a fait une erreur. Imaginez à quel point c'est efficace, ça. Mon collègue Pierre Sarrazin dit souvent, c'est de la résolution de problèmes, c'est la méthode scientifique en accéléré. C'est ce que mon collègue Pierre Sarrazin dit souvent. Justement, je fais une hypothèse, je l'essaye, je réalise que ça ne marche pas, je reviens. C'est une méthode scientifique en accéléré. J'adore cette citation-là de M. Sarrazin. Mais allons voir ce que le programme nous dit sur le codage. Donc, le codage, je ne vous le cache pas, l'attente, elle se retrouve dans modélisation et algèbre. Par contre, ça ne veut pas dire qu'on le fait seulement, et ce serait une erreur de le faire seulement en modélisation et algèbre. Il se retrouve là parce qu'on a des processus de la pensée comme l'abstraction, on a des processus de la pensée comme reconnaître les motifs, et on a l'utilisation des variables et des constantes. C'est une des raisons pourquoi il se retrouve dans notre domaine de l'algèbre. Par contre, sachez que l'objectif du codage dans le programme de maths, ce n'est pas nécessairement d'apprendre le codage. C'est d'utiliser le codage comme un outil pour apprendre des maths. Donc, votre élève pourrait, par exemple, explorer les fractions en utilisant le codage. Votre élève pourrait explorer les nombres premiers en utilisant le codage. Votre élève pourrait étudier les propriétés géométriques des figures grâce au codage. L'élève pourrait utiliser des déplacements dans le plan cartésien grâce au codage. L'élève pourrait utiliser des concepts de littératie financière, disons les pourboires ou les rabais ou les impôts par le codage. Donc, le codage devient un outil. Et oui, on doit apprendre le codage, on doit avoir une certaine base. Et ça, je vous dis, là, parce que c'est important, dans votre planification annuelle, notre atelier s'appelle une planification annuelle réfléchie, il va falloir avoir un petit peu de mécanique du codage au départ. Parce que l'élève doit avoir une certaine aisance avec le langage de programmation que vous allez avoir choisi. Et je vais revenir un peu plus tard, on va parler des options qui s'offrent à nous. Puis, on va aller voir quel langage de programmation serait peut-être le mieux en fonction des niveaux scolaires. Mais vous allez avoir une certaine partie où il faut apprendre la mécanique un petit peu du codage. Pas le langage au complet. En passant, faites attention. Souvent, ces langages-là, si on prend un langage par bloc, ça vient avec une série de blocs, ça serait une erreur de dire qu'il faut que j'apprenne tous les blocs avant de commencer à faire du codage. Non, non, non. On apprend quelques blocs de base, les structures de base qui sont nécessaires au départ pour commencer à explorer les concepts de maths. Puis ne vous inquiétez pas, vos élèves vont faire des essais. Ils vont essayer des blocs de programmation que vous n'avez encore jamais vus, puis ils vont revenir. Regarde, monsieur, regarde, madame, j'ai réussi à faire ça. Donc, on commence au début de l'année scolaire avec un petit peu, avec des activités débranchées. Ensuite, un peu de mécanique du codage pour comprendre le fonctionnement du langage de programmation. Et après ça, on commence à explorer nos concepts de mathématiques par le codage, puis on va ajouter des concepts de codage comme tel au fur et à mesure. Donc, notre attente, et c'est la même de la première à la 8e année. Si je ne me trompe pas, c'est même la même en 9e année. Résoudre des problèmes et créer des représentations de situations mathématiques de façon computationnelle à l'aide de concepts et d'habiletés en codage. Donc, l'élève, lorsqu'il fait du codage ici, il doit s'assurer de faire des représentations de situations mathématiques. Donc, on ne fait pas du codage juste pour le plaisir de faire du codage. On fait du codage pour faire des représentations de situations mathématiques et résoudre des problèmes de façon computationnelle. Donc, ça, c'est vraiment l'objectif. On apprend les maths par le codage. Et c'est pour ça que même si ça se retrouve dans notre domaine de l'algèbre, on va aller faire de la littératie financière, on va aller faire de la géométrie, on va aller faire du nombre, on va aller faire de la mesure par notre codage. Maintenant, rapidement, on va aller voir la séquence d'apprentissage du codage
de la première jusqu'à la 8e année, juste pour avoir une idée. Puis même si vous enseignez, disons, en 3e année, c'est bon de savoir la séquence. Et une des choses qui est importante de comprendre aussi, c'est que la séquence d'apprentissage, c'est le minimum. C'est normal et ça se peut que les élèves aillent plus loin que le minimum. Et c'est correct et c'est normal. En première année, l'enfant apprend la séquence. Donc, comme je vous expliquais, le fameux étape par étape, step by step. J'ai une séquence que je vais faire. C'est là que, comme on disait tout à l'heure, nos activités débranchées, avance, tourne à droite, recule, ou comment faire une sandwich au beurre de peanut. Hein? Ou même si vous allez chercher votre curriculum de sciences. En sciences, on parle des cycles, le cycle des saisons, le cycle de ma journée. Un élève pourrait rédiger du code qui serait les instructions pour sa journée. Me brosser les dents, faire ci, faire ça, ça pourrait être le code. Donc, au début, avec les enfants tout petits, on peut commencer avec ça. Même moi, ce que je fais en première année, une planchette de Lego, une petite mini-figurine et l'élève se fait une scène et il doit me dire toutes les étapes de déplacement de son petit bonhomme Lego sur la planchette pour arriver à un objectif. Donc, il me doit me rédiger la séquence. Maintenant, si vous regardez le programme, vous avez toujours 2 sections à chaque niveau scolaire. Dans le 3.1, l'élève, il doit résoudre des problèmes ou créer des représentations. L'élève part de zéro. Il n'y a rien et il doit rédiger le code. Tandis que le contenu 3.2, l'élève, on lui fournit un code déjà existant et là, l'élève doit le modifier. Donc, moi, ce que je fais, c'est que souvent, dans le 3.2, je vais fournir un code fonctionnel à l'élève. Et l'élève doit le modifier, doit trouver les erreurs. Ou je vais fournir un code fonctionnel et je dis, tu dois l'améliorer. Donc, il faut faire les deux. Ou bien du code fourni qu'on modifie, ou bien on part de zéro. Donc, la première année, c'est la séquence. En deuxième année, ce sont les événements simultanés. Et un exemple de la vie courante que j'aime bien amener pour les événements simultanés, c'est une danse. Dans une danse, tu as des événements séquentiels, mais tu as aussi des événements simultanés. Les danseurs font des choses en même temps. Et souvent, ce n'est pas nécessairement les mêmes mouvements. Un exemple que je vous donne, que je vous recommande, si vous avez déjà acheté les fameux robots Bebot ou les robots Dash, ou même juste à l'écran, on peut se faire 2 personnages qui vont faire des choses simultanées. Donc, je fais des danses de robots ou des danses de petits lutins à l'écran et les robots vont avoir une séquence, mais vont aussi avoir des simultanés. N'oubliez pas que lorsqu'on est rendu en deuxième année, on a encore la séquence, mais on ajoute les événements simultanés, donc les événements qui se produisent en même temps. En troisième année, on arrive à quelque chose de super important, les événements répétitifs. Et ça, je vais revenir ici à ma liste d'habiletés de la pensée que l'élève doit avoir lorsqu'il fait de la pensée algorithmique. Et vous vous souvenez qu'on avait parlé de la reconnaissance de motifs et de la reconnaissance de régularité. Lorsque je fais une danse, ça peut même être juste des choses comme par exemple, tap, tap, main, main, genou, main, main, genou. Il y a une régularité qu'on voit dans notre chapitre de régularité, dans notre domaine de régularité. Mais là, l'élève doit deviner que c'est un événement répétitif. Et ce qu'on utilise en codage pour des événements répétitifs, c'est la boucle. Donc, n'ayez pas peur d'amener la danse, l'intégration avec les arts. Tu sais, tantôt, je parlais d'approche STEAM, sciences, technologies, ingénierie et mathématiques, mais vous avez aussi l'approche STIAM, sciences, technologies, ingénierie, arts et mathématiques. N'ayez pas peur d'amener les arts là-dedans. Pensez aussi en cuisine. Tu fais une recette en cuisine. Tu as des étapes qui vont peut-être se répéter. Donc, même si on parle de codage puis d'ordinateur, n'ayez pas peur, dans votre planification annuelle, d'inclure des activités de la vie courante qui viennent chercher des événements séquentiels, simultanés et répétitifs et de les utiliser comme exemple et de les utiliser comme activités débranchées tôt dans l'année avant de passer au codage. Parce que
Tu vois, faire une recette, faire une danse, faire c'est pas une marche à suivre pour coudre quelque chose, c'est beaucoup plus concret que de travailler à l'ordinateur ou sur la tablette ou sur l'iPad. Donc, si on peut commencer avec des choses proches de la vie courante pour démontrer ces processus-là, ces concepts-là, pour ensuite, plus tard dans l'année, amener le codage sur un appareil de traitement de l'information, je pense que c'est très, très gagnant. Et là, je vois que Milké a son micro allumé. Je ne sais pas si tu as une question. N'hésite pas à me le dire ou si tu veux poser ta question dans le chat, il n'y a pas de problème non plus. Je vous rappelle aussi que l'atelier est enregistré, donc vous pouvez toujours retourner à l'enregistrement si jamais vous avez manqué là, une partie de l'atelier. En quatrième année, les événements deviennent imbriqués, c'est-à-dire un événement à l'intérieur de l'autre. Et ça, on va aller voir tout à l'heure qu'est-ce que ça veut dire. Souvent, on peut avoir, par exemple, une séquence de danse, et cette séquence-là va être répétée un certain nombre de fois, mais on pourrait avoir un autre petit élément et ensuite le répéter tout ça une autre fois. C'est un événement imbriqué dans un autre. Et tout à l'heure, on va aller voir le code, on va aller voir qu'on peut avoir des événements répétitifs, mais aussi des événements qui sont imbriqués les uns dans les autres. Tout à l'heure, on s'en va voir le code et vous allez voir ces éléments imbriqués-là. C'est le domaine de la quatrième année. En cinquième année, on a les structures de contrôle. Donc, si vous enseignez en cinquième année, c'est là qu'on commence. Moi, j'appelle ça à faire des choix. On a des sélections. En fait, dans la plupart des langages de programmation, ça va s'appeler des sélecteurs. Puis vous voyez qu'aujourd'hui, je reste quand même assez vague parce qu'on ne fait pas un langage de programmation plus qu'un autre. On va aller en voir quelques-uns. Mais les sélections, ce sont des choses où on choisit différents parcours. Dans la plupart des langages de programmation, vous allez voir que ça s'appelle si telle chose est vraie, fais ça. Sinon, fais ça. On a deux choix. Et souvent, on va même pouvoir ajouter 3 choix, 4 choix, 5 choix, 6 choix. Je vous donne un exemple. Si on est en train de faire, il fait chaud dans la salle où je pourrais faire un si alors sinon. Si la température est plus que 24 degrés Celsius, alors démarre les ventilateurs. Sinon, arrête les ventilateurs. Vous voyez qu'il y a deux choix. Quand je vous parlais tantôt du projet des jeunes filles du nord de l'Ontario avec le Purel, hein, ils ont créé du code pour qu'on se mette les mains sous un capteur d'alcool. Et si on a assez mis de Purel, le capteur va détecter une grande quantité d'alcool, il va ouvrir la porte. Vous voyez qu'on a un si alors, sinon là-dedans. Si la quantité d'alcool ressentie est plus grande que telle valeur, alors ouvre la porte. Sinon, ferme la porte. Et je vous invite peut-être à écrire dans le chat, pouvez-vous penser à des exemples de la vie courante où on aurait des si alors, sinon? Moi, dans ma maison, j'ai par exemple, si ma voiture approche à plus de tant de mètres de la maison, alors ouvre la porte de garage. Sinon, ferme la porte de garage. C'est un si alors, sinon. Un exemple très réel de la vie courante. Amenez vos élèves, on n'est pas obligé de faire toujours juste à l'ordinateur. Pensez à du codage qui existe, pensez au code qui existe derrière tous les appareils qu'il y a à la maison. Je pense à ma brosse à dents. Si je me suis débrossé les dents pour plus d'1 minute, alors indique-moi avec la lumière verte que j'ai fait un bon brossage. Sinon, allume la lumière rouge pour m'indiquer que je dois continuer à brosser. Ma brosse à dents a un si, alors, sinon inclus dans la brosse à dents. Quand je parle d'un si, alors, sinon où on aurait plusieurs choix, je pourrais par exemple faire si la température dans la maison est au-dessus de 30, allume le ventilateur. Sinon, si la température est à plus grande que 20 degrés Celsius, allume le ventilateur à une vitesse moyenne. Sinon, si la température est en bas de 20 degrés Celsius, alors éteins le ventilateur. Vous voyez que dans ce cas-là, on a une structure où on a 3 choix. Et ça, dans le codage, on peut faire des structures en ayant plus que 2 chemins. On pourrait y aller à 3 chemins, 4 chemins, 5 chemins. Et je ne sais pas si vous avez des exemples, si vous voulez les écrire dans le chat ou si vous voulez allumer votre micro, où on aurait des choix comme ça, où on a du code qui gère un si alors sinon dans notre vie de tous les jours que vous pourriez utiliser avec vos élèves. N'hésitez pas à allumer votre micro ou à inscrire vos idées dans le clavartage.
Ensuite, en sixième année, l'élève apprend à faire des codes efficaces. Des codes efficaces, c'est des codes où on ne perd pas de temps. Si ce n'est pas nécessaire, on ne répète pas de l'information. Et c'est là que je vous parlais du processus d'abstraction tout à l'heure. Puis je vais donner un exemple de maternelle. Tu sais, un maternelle, l'élève a faire un labyrinthe. Bien, peut-être qu'il y a des éléments distrayants comme des petits arbres, des petites maisons, mais vraiment, il faut se concentrer juste sur les routes. L'élève doit éliminer ce qui est superflu dans sa tête et se concentrer sur ce qui est important. Ça serait de faire de l'abstraction en maternelle. En sixième année, l'élève va faire de l'abstraction en essayant de penser juste aux éléments importants. Si je veux faire un rectangle, c'est quoi les éléments importants pour faire un rectangle? Ça me prend 4 angles de 90 degrés, 2 côtés qui vont servir de longueur, 2 côtés qui vont servir de largeur. En gros, c'est ça l'important. Est-ce que le fait que je le fais avec un crayon rouge, c'est important? Non. Est-ce que le fait que je le fais très grand ou très petit, c'est important? Non. Ça demeure un rectangle. Donc, on élimine le point important. On peut rajouter le point important, mais au départ, on se concentre sur l'efficacité du code. On va chercher l'information la plus importante. Et ça, dans quelques minutes, je vais vous donner un exemple concret directement en codage. Oh, oui, excellent. Donc, on a quelqu'un qui a mentionné dans le chat, si 3 heures a passé, la pompe d'eau s'allume et l'allume pendant 3 secondes à ma plante. Donc, si c'est le cas, sinon, ben, arrête la pompe à l'eau. Il ne faut pas que la pompe à eau fonctionne en tout temps. Donc, ça serait un si alors sinon dans la vraie vie. Voiture qui se conduit automatiquement. Si ma distance entre ma voiture et la voiture avant vient moins que 50 mètres, applique les freins sur ma voiture. Un si, alors sinon, dans la vraie vie. Et les élèves ont réalisé que ça, il y en a de plus en plus. Parce qu'on a de plus en plus d'appareils qui sont électroniques, on les appelle des appareils intelligents. C'est un humain qui a ajouté l'intelligence. C'est un humain qui a codé, si avec la voiture devant moi et moins de 50 mètres, appuie les freins. Il y a un humain qui a codé ça. C'est pas le char, la voiture ne sait pas ça magiquement. Donc, c'est pour ça qu'on amène l'idée des emplois. Hein? Pour les les voitures qui se conduisent automatiquement de nos jours, on a des humains qui codent ces voitures-là. On fournit notre savoir et notre intelligence à ces appareils-là. C'est le fun d'amener tout ça pour pas que les élèves voient le code. Ah, le code, c'est du scratch. C'est du scratch avec un petit chat que je fais à l'école. On veut pas ça. On veut que l'élève réalise, hey, le code, c'est partout. C'est pas juste un petit chat qu'on fait du scratch à l'école. En septième année, on va commencer à amener des dénombrements prédéfinis et des sous-programmes. Vous vous souvenez quand je vous ai présenté le diagramme ici, ce diagramme-là, qu'on a parlé de décomposition du programme. Lorsqu'un élève fait un programme, il n'est pas obligé de tout le faire en même temps, tout à la fois. Donc, d'être capable de segmenter dans des sous-programmes. Une partie du programme-là va faire juste ça. Quand on pense aux applis qu'on a de nos jours, elles ont été segmentées. C'est Facebook, tu as une partie du code qui te permet de faire une publication. Tu as une partie du code qui te permet de gérer le chat. Tu as une partie du code qui te permet de faire une annonce publicitaire. C'est tous des sous-programmes. Puis même souvent, les sous-programmes ont des sous-sous-programmes à l'intérieur. Donc, ça, c'est ce qu'on fait en septième année. Et en huitième année, c'est ce qu'on parlait au début. Être capable d'analyser des données. Souvent, c'est là que les capteurs peuvent devenir intéressants. Est-ce qu'ils sont obligatoires? Non. Parce qu'il existe des données en ligne que l'élève peut aller chercher. Je pense, par exemple, à des bases de données qui contiennent des données climatologiques. L'élève n'a pas besoin de capteurs pour ça. Par des capteurs, je parle de petites pièces électroniques là, qui peuvent capter des températures, de la luminosité, de l'humidité, ce genre de choses-là. C'est bien d'en avoir. Puis si vous avez la possibilité d'en avoir de nos jours, je pense par exemple à la trousse de Kia Studio 37 en 1. 37 capteurs en 1, la trousse coûte à peu près 60-70 piastres. Tu as 37 capteurs. Là. Chaque capteur revient à peu près à 2 piastres chacun. C'est minimal. On n'en parle même pas. Mais ça permet à l'élève d'aller chercher des vraies données. C'est tantôt ce que vous mentionnez, ma plante et tout ça. On pourrait avoir un capteur d'humidité du sol qui soit dans la terre et qui détermine l'humidité du sol puis qui active une pompe. C'est un projet très facile. C'est d'ailleurs un projet que j'ai fait avec des jeunes du centre Jules Léger. Cette année, ils ont travaillé un système de serre entièrement automatisé. Puis
Puis à la fin, je vous donnerai le lien vers mon billet de blog si ça vous intéresse. Mais c'est un exemple aussi. J'analyse des données. Je recueille des données au fil du temps. Est-ce que mes plantes sont toujours bien ou est-ce qu'il y a des moments où j'ai plus de sécheresse? Est-ce que j'ai besoin de partir les pompes plus souvent à certains moments que d'autres? Donc, ça, c'est de l'analyse de données et c'est vraiment ce qu'on fait en huitième année. Il y a aussi le processus de modélisation mathématique et le code peut être un élément important pour faire créer le modèle. Donc, par exemple, disons que je suis en train de faire de la modélisation mathématique. Ça fait partie du nouveau programme de l'Ontario aussi. Et disons que je me fais quelque chose qui permet de calculer le coût d'un voyage scolaire de fin d'année. Bien, je pourrais me créer un code dans lequel j'entre, disons, le coût de la chambre d'hôtel, j'entre le nombre de jours, j'entre le coût de location d'un autobus, j'entre le nombre de jours et le nombre de kilomètres, et boum, 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 ça me sort, grâce à un algorithme, le coût total du voyage. Puis je peux jouer avec les variables. Donc, si on y va une journée de moins, combien ça coûterait? Donc, l'élève se crée, puis ça, on parle beaucoup plus en septième année, du code qui permettrait de gérer cette belle modélisation mathématique. Donc, je vais faire une petite parenthèse sur la sixième année, le fameux code efficace. Donc, quand on fait du code efficace, ce qu'on veut, c'est qu'on veut éviter les répétitions. On veut éviter de répéter du code pour rien. On veut chercher des régularités, des choses qui reviennent pour être capable d'utiliser des boucles si nécessaire. Et le plus possible, on va utiliser des variables et des structures de dénombrement au lieu d'avoir à coder plusieurs fois la même chose. Et on va aller voir dans quelques minutes qu'est-ce que ça veut dire. On va utiliser aussi beaucoup plus des listes et des tables de valeurs. Donc, ça, dans quelques secondes, je vais aller vous montrer pragmatiquement comment est-ce qu'on fait ça dans le code pour avoir cette efficacité-là. Donc, ça s'en vient dans quelques minutes. On va aussi utiliser des blocs personnalisés ou des sous-programmes. Avec les plus vieux, on va peut-être commencer à utiliser ce qu'on appelle des libraries ou des bibliothèques. Importer des choses que des gens ont déjà codées dans mon code pour ne pas avoir besoin de les recoder. Je vous donne un exemple. On a un jeune dans le nord de l'Ontario qui, en fait, au conseil scolaire des Grandes-Rivières, qui a créé une machine pour lire le braille, pour lire du texte réel, régulier et le mettre en braille. Et ce qu'il a fait, c'est que tu présentes la feuille de texte régulier à la webcam, ça reconnaît le texte et ensuite, il y a une machine qui va créer l'effet 3D du braille en utilisant les cerveaux moteurs. Bien, la reconnaissance du texte à la webcam, ça ne servait à rien que ce jeune-là code tout ça par lui-même. Donc, il a utilisé une librairie qui lui permet d'aller lire le code et ensuite de le reproduire, de le traduire et de le reproduire avec son interface. Donc, quand on fait le processus d'abstraction, on essaie de se concentrer sur l'essentiel dans notre code. On va essayer de penser à la définition. Comme si je veux faire l'abstraction d'un rectangle. C'est quoi que ça me prend absolument pour dire c'est un rectangle? Donc, je vais faire le processus d'abstraction. Je vais définir. Ah, ça me prend 4 côtés, 2 longueurs, 2 largeurs. Ça me prend aussi des angles de 90 degrés. Mais aussi d'éliminer tous les détails qui sont superflus. Et rien de mieux en salle de classe que d'aller chercher des exemples réels pour ça. Comme par exemple, moi, quand je fais le processus d'abstraction, j'amène l'idée de la chasse aux Pokémon avec mes élèves. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on se dit, qu'est-ce que c'est un Pokémon? Parce que la plupart des élèves, que ce soit sur leur Nintendo Switch ou que ce soit sur leur téléphone, ont déjà connu un jeu de Pokémon. Donc, qu'est-ce que c'est un Pokémon? Bien, par exemple, je pourrais dire, un Pokémon, moi j'ai un Pokémon, c'est un boule bizarre, il est masculin, il y a un CP de 123, voici son attaque immédiate et voici son attaque cherchée. Mais j'ai un Pikachu aussi. Mon Pikachu, il est mâle. Ses points de combat, c'est 111. Son attaque immédiate, c'est éclair. Et son attaque chargée, c'est tonnerre. Et je préfère la même chose avec ma carapuce. Vous voyez que c'est long. Et pour chaque Pokémon, on donne beaucoup de détails. Essayons de définir, d'abstraire qu'est-ce que c'est un Pokémon. Pour ça, on va aller voir
le texte qu'on a donné pour chaque Pokémon. Le Pokémon, il y a un nom, il y a un genre, on disait si c'était masculin, féminin. Il y a des points de combat. C'était différent d'un Pokémon à l'autre, mais ils ont différents points de combat. Ils ont une image. Ils ont une attaque chargée et une attaque immédiate. Donc, si je regarde toutes mes définitions de Pokémon, j'ai toujours ça. Un nom, le genre, l'image du Pokémon, l'attaque immédiate et l'attaque chargée. Dans tous les cas, j'avais ça. Donc, maintenant, j'abstrais et mon Pokémon, je crée une structure dans mon code qui est un nom, un genre, un point de combat, l'image, l'attaque chargée et l'attaque immédiate. That's it! Je n'ai pas besoin d'avoir toutes les définitions de chacun des Pokémon. Ce qui est intéressant, c'est qu'on va créer du code pour ça. On va se créer une structure pour ça. Puis après ça, les informations, je peux les ajouter par après. L'avantage de définir le Pokémon comme ça et d'ajouter les détails superflus par après, c'est que maintenant, mon code est efficace. On invente un nouveau Pokémon. Je n'ai pas besoin de créer de nouveau code. Je fais juste l'ajouter à ma liste des détails superflus. J'ai un nouveau Pokémon, donne-moi les détails. Ça ici, tous ces éléments-là, j'ai juste codé la structure. Et beaucoup, quand on arrive en 8e année, c'est d'apprendre à structurer les données. Oublier le superflu et se concentrer sur qu'est-ce qui définit un objet. Dans le codage, ça s'appelle la programmation orientée par objet. Puis même si c'est enseigné en bas de la 8e année, commencez à demander à vos élèves qu'est-ce qui définit quelque chose. Quels sont les éléments, les attributs qui définissent quelque chose, sans qu'ils soient capables de le coder tout de suite. On développe cette pensée-là chez un élève à un jeune âge. Hein, si je vous reparle de l'exemple en maternelle, OK, j'ai des déplacements. Mes déplacements, ça inclut des déplacements vers l'avant, vers l'arrière, des tournées vers la droite, des tournées vers la gauche, mais aussi la distance. 2 vers l'avant, 3 vers l'arrière, 1 vers la gauche. Donc, OK, ça inclut un nombre et une direction. Nombre et direction, c'est ce que j'ai besoin. Je viens de définir un déplacement en première année. Vous voyez ce que je veux dire? Si c'est 2, 5, 7, gauche, droite, who cares? Au début, qu'est-ce que c'est un déplacement? Ah, ça inclut un nombre et ça inclut une direction. Qu'est-ce que c'est un Pokémon? Ça inclut ces attributs-là. Développer cette pensée-là chez l'élève avant de passer au code. Un autre exemple, la vie de tous les jours. Un filtre Instagram, ça, je l'utiliserais beaucoup, là, surtout en 6e, 7e, 8e année. Qu'est-ce que c'est un filtre Instagram? Bien, par exemple, sur mon téléphone, moi, j'ai remarqué qu'il y a plusieurs filtres. J'ai le filtre Clarendon, Ludwig, Mayfair et peut-être même d'autres filtres lorsque je suis en train d'utiliser mon Instagram. Chacun de ces filtres-là, si on vient voir la définition, le filtre Clarendon, il augmente la luminosité de 10, il augmente les contrastes de 15, il change les ombres de 5 il augmente les tons clairs de 25 et il augmente l'éclat de 12 Ça, c'est ce que ce filtre-là fait à mes photos. Fait que vous remarquez que ce filtre-là, il change le contraste, la luminosité, les ombres, les éclats et les tons clairs. That's it! Et tous mes filtres, ils changent ces choses-là juste avec différents nombres. Donc, dans mon processus d'abstraction, où je définis un filtre Instagram, tout ce que j'ai besoin de savoir, c'est quand je fais un filtre Instagram, ça va changer mon contraste, ma luminosité, mes ombres, mon ton clair et mon éclat. That's it! Chacun des filtres, par après, on se fait une liste de définitions. Et c'est ça l'avantage. Encore une fois, on nous demande d'ajouter un nouveau filtre. Je n'ai pas besoin de faire de nouveau code. Je fais juste entrer une nouvelle définition dans ma liste de définitions. Programmation efficace. Ça, c'est la définition d'un filtre Instagram. Et là, si on arrive avec quelque chose que l'enfant peut plus faire, parce que, évidemment, au début, l'enfant ne programmera pas un jeu de Pokémon ou l'enfant ne programmera peut-être pas Instagram. Mais il va peut-être tracer des. Si je regarde un rectangle, j'ai différents rectangles. Mon premier, c'est un rectangle de 20 pixels sur 50 pixels qui part à 0, 0. Mon deuxième, c'est un rectangle de 100 pixels sur 200 pixels qui part à 50, 50. Mon troisième, c'est un rectangle de 50 pixels sur 100 pixels qui part à 100, 100 sur mon plan cartésien. Vous voyez que chacun de mes rectangles a des tailles différentes et ils partent à des endroits différents. Maintenant, si j'essaie d'abstraire mon rectangle, bien, vous voyez que la longueur
la largeur, la position initiale en X et la position initiale en Y, j'abstrais cette information-là. Qu'est-ce que ça veut dire dans un langage de programmation? Donc, on va tout de suite aller le voir. Je vais ouvrir ici un langage de programmation comme Scratch ou MBlock. Moi, je suis un gros fan de MBlock, mais vous pouvez utiliser le langage de programmation de votre choix. Je vous montre ça dans un instant. Donc, je suis en train de charger MBlock ici. Donc, MBlock, c'est la même chose que Scratch, mais avec plus d'extensions. Donc, c'est une des raisons pour lesquelles je vous le suggère. Si vos élèves veulent utiliser des robots ou des interfaces, vous allez voir qu'elles se retrouvent tous ici. Donc, il y en a plusieurs. C'est aussi gratuit et c'est basé sur Scratch. Donc, si je viens sur Objet ici, vous allez remarquer que ce sont les mêmes blocs dans Scratch, mais qu'il y a des extensions ici très intéressantes si je viens cliquer sur plus extensions. Entre autres, tantôt, quand on parlait de la collecte de données, bien, on peut aller chercher, par exemple, des données climatologiques. Là, ce n'est pas ce qu'on va faire. Ce qu'on va faire, on va, par exemple, regarder comment est-ce que je pourrais me dessiner un rectangle dans le code. Donc, je vais venir ici, chercher un drapeau vert pour démarrer mon code. Je vais ajouter l'extension des dessins du stylo pour être capable de dessiner. Ça, ce serait la même chose dans Scratch aussi. Je vais vider mon écran et je vais mettre mon stylo en position d'écriture. Et là, je vais avancer, tourner de 90 degrés, avancer et tourner de 90 degrés. Évidemment, je vais venir mettre mes valeurs ici. Et là, disons que je vais faire une longueur de 100 pas et une largeur de 50 pas. Ça va me faire un demi-rectangle parce que j'ai une longueur, une largeur. Donc, si je l'essaie, vous voyez que ça va me tracer un demi-rectangle. Je reconnais que dans un rectangle, il y a une régularité. Ça va me le prendre 2 fois. Donc, je vais venir chercher ici la boucle. Donc, je vais venir ici dans les contrôles, chercher la boucle. Répéter 2 fois. Et là, si j'essaie maintenant, vous voyez que mon rectangle se fait au complet. Donc, j'ai tracé un rectangle. Maintenant, ce que je fais souvent, moi, en tant que prof, pour forcer le processus d'abstraction, je demande à mes élèves, je leur donne une liste, par exemple, de 50 rectangles, toutes avec des tailles différentes. Hey, monsieur, c'est long, c'est impossible. Donc, l'élève doit abstraire le rectangle. On a déjà vu ici que le rectangle, ça avait une longueur et une largeur. Mais ce n'est pas toujours 100 et 50. Donc, ce que je peux faire, c'est ici, ça trace mon rectangle. Ici. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre ici, je vais venir créer un mot bloc. Donc, dans mes blocs, ça s'appelle des blocs personnalisés. Dépendant du langage de programmation, ça peut s'appeler des fonctions, surtout si vous utilisez un langage de programmation de type textuel, comme le Python, par exemple. Là, je vais l'appeler ici un rectangle, comme ça. Et là, je vais l'amener ici. Et là, vous voyez que maintenant, ça me permet de faire un rectangle. Donc, à chaque fois que je veux un rectangle, maintenant, je peux venir ici et je peux me faire un rectangle. Donc là, maintenant, il va me faire un rectangle et un deuxième rectangle, mais ça va tellement vite que je n'ai pas le temps de le voir. Je pourrais, par exemple, le faire déplacer. Donc, je pourrais, par exemple, le faire bouger ici de 200 pas. Donc là, il va me faire un premier rectangle et un deuxième rectangle. Vous voyez qu'il m'a fait 2 rectangles. Le problème, c'est qu'entre les rectangles, il n'a pas levé son crayon. On va régler ça un peu plus tard. Mais là, moi, je veux qu'il fasse des rectangles de taille différente. Donc, ici, je vais venir faire un clic de la droite et je vais venir ici, modifier, éditer. Et là, je vais ajouter des entrées. Vous voyez, ça dit ajouter une entrée non. Et je vais en ajouter 2. Un que je vais appeler la longueur et un que je vais appeler la largeur. OK? Maintenant, lorsque je fais, ça c'est mon sous-programme, on a parlé tantôt du programme, ça c'est mon programme principal. Dans mon programme principal, je pourrais demander, disons, un rectangle de 100 sur 50. Vous voyez que maintenant, j'ai 2 espaces. Puis là, je pourrais demander, disons, ici, un autre rectangle, disons,
de 50 sur 25. Le seul problème, c'est que là, si je le laissais, puis disons que je le fais déplacer entre les deux pour qu'il bouge un petit peu ici, entre les deux, ça, donc il bouge de 50 pas. Bien là, il va me faire un premier rectangle, et vous voyez qu'il m'a fait un deuxième rectangle. En fait, je vais le faire déplacer peut-être plus de 200 pas. Mais là, vous voyez qu'il me fait encore 2 fois le même rectangle. Il en fait encore un rectangle de 100 sur 50. La raison, c'est que ça dit encore 100 sur 50. Ça, ici, c'est rendu des variables. On les appelle aussi des paramètres. Je peux dire la longueur est ici, la largeur est ici. Donc là, maintenant, à chaque fois, il va faire la longueur et la largeur demandées par l'humain dans le programme principal. Ça ici, vous voyez que là, il y en a fait un grand et qu'il y en a fait un petit. Ça, c'est vraiment le processus d'abstraction. J'ai abstrait la définition d'un rectangle, qui est longueur et largeur. C'est le 90 degrés et je l'ai codé ici. Maintenant, ça me permet de faire n'importe quel rectangle. Ce n'est pas encore parfait. Le problème qu'on a ici, c'est que là, moi, je veux l'envoyer à une certaine position sur l'écran. Donc, je vais m'ajouter ici dans ma définition. Je vais venir faire un clic de la droite, éditer, et je vais ajouter la position en X et la position en Y. Et là, ce que je vais faire, vous voyez que maintenant, ça me le demande. Je veux que tu fasses un rectangle de 100 sur 50 à 0, 0. Un rectangle de 50 sur 25 à, disons, 100, 100. Donc, je donne dans l'ordre la longueur, la largeur, la position X, la position Y. OK, ça va bien. Maintenant, ici, je vais venir me chercher un aléa. Et là, je vais aller à, mais juste avant de mettre le aléa, je vais soulever le crayon. Donc, je peux relever le stylo. Donc, je vais relever le stylo. Je vais me rendre à la position en X, la position en Y. Je vais mettre le stylo en position d'écriture et je vais dessiner mon rectangle. Là, je n'ai plus besoin de bouger entre les deux. Vous voyez que là, il va me faire un rectangle de 100 sur 50 partant de 0, 0. Et ensuite, un rectangle de 50 sur 25 partant à la position 100, 100. Et là, si je veux me rajouter des rectangles, regardez à quel point c'est vite. J'en veux un qui va me... Enfin, on va en faire un contraire. On va faire 50 sur 100, un genre de rectangle à la verticale. Et disons qu'on va partir à 30, moins 30. Vous voyez que là, j'ai mon rectangle initial, 100 sur 50. Ça, c'est le rectangle de 50 sur 100 qui part à 30, moins 30. On pourrait peut-être le faire partir plus bas aussi pour pas qu'il chevauche avec l'autre. Je peux peut-être le mettre, disons, ici à 60, moins 60. Bien, là, il chevauche pas. Vous voyez à quel point maintenant, c'est facile. Je veux créer des rectangles. J'ai abstrait le concept du rectangle pour venir créer un sous-programme qui contient des variables. Donc, si on revient à la présentation PowerPoint que je vous présentais il y a quelques instants, vous allez voir que les concepts que je vous ai présentés tantôt dans la présentation PowerPoint, on les voit tous là. Donc, si on revient ici, je reviens ici, ça va avoir beaucoup plus de sens. J'ai évité les répétitions. Donc, pour éviter les répétitions, j'ai utilisé ici mon x2. Hein, j'ai répété ça 2 fois, longueur et largeur. J'ai cherché des régularités et je me suis aperçu que, comme régularité, j'avais toujours une longueur et une largeur, 2 angles de 90 degrés. J'ai utilisé des variables. Ici, je n'ai pas utilisé de structure de dénombrement, mais j'ai utilisé des variables. Donc, mes variables longueur, largeur, position X et position Y. Donc, j'ai utilisé des variables. Je n'ai pas utilisé de table de valeur. Ça, c'est quelque chose qu'on pourrait faire, mais je n'ai pas utilisé de table de valeur. Et je n'ai pas utilisé... Ah oui, j'ai utilisé un sous-programme ici. Donc, j'ai utilisé un bloc personnalisé. Et j'ai ici utilisé une bibliothèque. Hein, le fait d'utiliser ici une extension. Les extensions, ce sont des genres de libraries ou de bibliothèques. Donc, vous voyez que j'ai utilisé plusieurs qu'on disait pour créer du code efficace. Donc, ça, c'est à penser, à garder en tête lorsque vous allez créer votre planification annuelle. Et comment est-ce que vous allez amener ce processus d'abstraction-là du tout petit jusqu'au plus vieux. Maintenant, qu'est-ce que je vous recommande?
Tout dépend du niveau scolaire de vos élèves. Juste pour vous montrer ici, là, dépendant du niveau scolaire, moi, j'ai fait un tableau ça se retrouve sur le site du ministère. Donc, si vous venez dans le programme d'études de mathématiques du ministère, OK? Donc, dans le programme, je vais même revenir ici un peu plus tôt. OK. Dans le programme de mathématiques 2020, vous avez les années d'études, vous avez la mise en contexte, le glossaire, vous avez les ressources. Si vous venez dans les ressources, vous allez trouver planification à long terme sur le site du ministère. Si on vient dans la planification à long terme, je vous invite à aller dans la planification à long terme développée par les conseils scolaires. Et si vous descendez, vous allez en trouver une qui est faite par le CEC-CE et à la fin, vous avez l'intégration du codage. Tout de suite après la 8e année, intégration du codage. Et ça va vous amener à ce document-là. Ce document-là va présenter beaucoup des concepts que je vous ai mentionnés, mais ici, je vous présente les outils suggérés. Donc, par exemple, au cycle primaire, vous pouvez utiliser le site code.org qui présente des leçons étape par étape. C'est excellent si vous ne vous sentez pas encore très à l'aise avec le codage. Ne vous inquiétez pas, par contre. Vos élèves vont beaucoup explorer par eux-mêmes le codage et vont vous en montrer. Mais je recommande aussi Scratch Junior. Donc, si vous n'avez jamais utilisé Scratch Junior, là, j'ai utilisé tantôt MBlock. Scratch Junior est une application 100% gratuite et qui vous permet de faire du codage très, très simple en utilisant ce qu'on appelle des blocs icônes. Donc, l'élève va ici, comme par exemple, ici, j'ai codé une mouche et si je fais bouger les choses, vous voyez que je peux faire une petite histoire, mais c'est très, très simple pour un enfant du cycle primaire. Et vous voyez aussi qu'il y a les robots, le Beepbot, le Bluebot, le Matatalab. Donc, je vous invite à regarder ça et j'indique aussi le coût, si c'est gratuit ou si ça implique un achat. Le Dash est beaucoup utilisé. C'est un robot très, très simple pour les enfants qui commencent à apprendre. Donc, le Dash est un robot intéressant. Les Ozobots aussi, qui sont des robots très, très simples. Le Widoo qui se retrouve dans la liste, ça a été publié l'an passé. Le Widoo n'existe plus. Quand on parle du Widoo, ici, on parle d'une trousse de Lego. Donc, ça, c'est autre chose à garder en tête dans votre planification annuelle. Est-ce que vous voulez y aller avec du Lego ou est-ce que vous voulez y aller avec un robot déjà tout fait ou est-ce que vous ne voulez pas de robot? Pas de robot, ça se fait à l'écran et c'est plus simple, c'est moins dispendieux. Tandis que si on y va avec un robot, moi, ce que j'aime beaucoup avec un robot et ce que vous allez voir, c'est que ça amène beaucoup l'aspect de résolution de problèmes physiques. Par exemple, des fois, le robot va frapper un obstacle. Le robot va se promener sur du tapis, il va avoir de la difficulté à avancer. Monsieur, ça ne marche pas mon code. Ah, peut-être qu'il faut le mettre sur une surface plus lisse. Oh, on l'utilise sur le plancher de la classe, qui vient juste d'être ciré. Oh, ça ne me donne pas la même vitesse que si je l'utilise sur un plancher plus vieux. Donc, il y a beaucoup de résolution de problèmes réels. Avec les trousses de Lego, la trousse qui remplace le Lego Widoo, qui vient de sortir il y a seulement quelques jours, ça s'appelle la trousse Spike Essentiel. Spike Essential. Je vous le montre, juste pour que vous sachiez, là, c'est une des trousses de Lego qui peut être intéressante pour développer chez vos élèves la robotique et le codage en même temps. Et je vais juste vous présenter ça ici, là. Ça ne sera pas bien long. Donc, vous voyez que ça utilise un petit hub, que vous voyez ici. Ça utilise des petits moteurs, un petit afficheur 3x3 en couleur, un petit capteur aussi de couleur et de distance que l'élève peut utiliser pour faire des mécanismes. Comme s'il y a un objet devant, alors fait ça. C'est une trousse qui peut quand même être intéressante parce que ce qui est le fun avec une trousse de Lego, c'est que l'élève peut construire de la façon dont il veut. Chaque robot ne sera pas le même. Vous voyez qu'il y avait des robots voiliers. Ici, on a un robot qui a plus l'air d'un animal.
Un manège peut être un robot. Tu sais, un robot, ce n'est pas toujours un bonjour, je suis le robot. Donc, tout ça peut être des robots, ça peut être intéressant d'utiliser. Donc, je vous invite à penser vraiment à votre intention, puis au budget aussi. Hein. Souvent, on a des restrictions au niveau des ressources et des budgets, qu'est-ce qui est disponible à l'école, mais aussi votre intention. Est-ce que vous voulez faire de l'ingénierie? Bien, dans ce cas-là, on est peut-être mieux d'aller avec du Lego. Est-ce que je veux amener l'aspect physique? Dans ce cas-là, ça me prend aussi un robot, mais peut-être pas un robot de Lego. Ou est-ce que je veux juste travailler à l'écran? Qu'est-ce que c'est mon intention pédagogique dans ce que je veux faire? Si je veux juste faire purement de la maths et pas inclure les sciences et la technologie, ben, j'ai peut-être pas besoin du robot. Vous voyez? Fait que c'est vraiment penser à votre intention. Maintenant, si on revient à ce document-là du ministère ici, vous allez voir que pour le cycle moyen, là, on recommande Scratch ou MBlock. On commande encore scud.org. Si vous êtes sur des plateformes Apple, vous voulez peut-être faire du Swift Playground. Et là, c'est là qu'embarquent les choses comme les microbits. Donc, les microbits, je vous parlais un peu plus tôt là, de ce que je vous recommandais. Ils vendent, si vous venez ici sur Microbit Make Code, Microbit Make Code, c'est aussi un site où l'élève peut faire du codage gratuitement. Donc, ici, si je viens créer un nouveau projet, c'est ici ce que vous avez à gauche qui va apparaître, c'est un microbit. Maintenant, le microbit se vend. Donc, c'est une petite plaque électronique qui a des boutons, qui a un petit afficheur, un petit haut-parleur dessus et qui permet à l'élève de programmer des choses comme, par exemple, si j'appuie sur un bouton, affiche mon nom. OK, ça, c'est un programme très simple. L'élève peut faire des choses beaucoup plus complexes que ça, comme des jeux de hasard, des choses comme ça. Mais ça, c'est juste pour vous montrer. Là. Fait que là, j'ai fait mon code. Je peux gratuitement utiliser le simulateur. Évidemment, il y a quelque chose d'intéressant à acheter le microbit réel pour que l'élève puisse le tester pour de vrai, hein? Mais l'élève peut aussi apprendre le codage directement ici. Donc, le microbit peut être un outil intéressant. Maintenant, si vous voulez aller plus loin et faire des inventions, le microbit tout seul est bon, mais moi, je vous suggère de peut-être y aller aussi avec le microbit de Kia Studio 37 en 1. Je vous montre ça ici. Et c'est un ensemble comme ça, qui, pour à peu près une soixantaine de dollars, là, vient avec tous ces capteurs-ci. Donc, vous allez voir, là, dans la liste des capteurs, c'est quand même assez fou. Là. Capteur sonore, capteur de luminosité, capteur de champ magnétique, capteur de toucher, capteur de gaz, capteur d'alcool, capteur d'angle, capteur d'ultrasons. Ah, c'est fou. C'est quand même fou, là. Ce qui est disponible, capteur d'humidité. Vous avez vraiment là, capteur de niveau d'eau. Ça, je l'ai utilisé des élèves qui ont travaillé un projet pour les avertir lorsque le bol d'eau de leur animal de compagnie commence à être bas. Donc, ils utilisent un capteur de niveau d'eau ici. Ça vient qu'un écran aussi. Tous les fils. Donc, c'est vraiment une belle option aussi si vous voulez aller plus loin, peut-être beaucoup plus, là, 6e, 7e, 8e année. Ça peut être une belle option aussi. Donc, ça, c'est le microbit. Si on revient à ma liste ici, là, sur le site du ministère, il y a le Sphero, le Q aussi, qui sont des robots tout faits. Ça veut dire que tu n'as pas besoin de les assembler. Ce n'est pas comme du Lego. La trousse pour le cycle moyen et le cycle intermédiaire, c'est la trousse Lego Spike Prime. Donc, si là, c'est l'ingénierie qui vous intéresse, on va aller chercher une trousse comme Lego Spike Prime, qui ressemble plus à ça ici. Et cette trousse de Lego-là, bien, comme vous voyez, ça permet à l'élève de fabriquer différents robots qui sont beaucoup plus complexes qu'on pouvait faire avec la trousse Spike Essential. Donc, Spike Essential, on la recommande plus pour les tout petits. Spike Prime, on la recommande pour les élèves, je dirais, 5e jusqu'à 12e année. Et là, ça va me dire, oui, mais 12e année, oui. On peut se rendre jusqu'en 12e année. Si vous regardez dans l'interface de Spike, je vous montre ça. Ça, c'est le logiciel, l'appli qu'on peut télécharger pour Spike.
Vous avez Spike Essential qui est pour les tout petits, vous avez Spike Prime qui est pour les plus vieux. Et vous allez voir qu'on vient chercher des concepts quand même assez avancés dans Spike Prime. C'est aussi disponible en français, ne vous inquiétez pas. Mais si je viens dans les plans de leçon, là, les élèves vont par exemple travailler ici à des concepts comme l'énergie potentielle gravitationnelle, hein, ici avec un kettlebell, l'élève un détecteur de pas, hein, donc un curling, ici une machine pour capter la force lorsque tu fais des étirements. Donc, il y a vraiment des projets là, plus avancés. Et lorsque l'élève programme dedans, il crée un nouveau projet, il a le choix à programmer en icônes, comme ça ici. Donc, avec des icônes très simples. Ça, c'est au départ. Mais avec le même robot, on peut programmer en word blocks, donc en blocs sous forme de mots, comme c'est ici. Et aussi, on a, et c'est là que ça devient intéressant pour le secondaire, le Python. Donc, si je viens coder ici, ça me permet de coder en Python. Donc, en langage textuel, qui ressemble à ce que les élèves utiliseraient dans l'industrie s'ils se lancent en codage. Vous voyez qu'avec une trousse comme ça nous permet d'aller beaucoup plus loin. Donc, il y a certaines trousses qui sont très versatiles. Moi, je l'utiliserai de la 5e jusqu'à la 12e année, cette trousse-là. Toujours, si on revient sur le site du ministère, ici, vous avez ce que je recommande pour le cycle intermédiaire. Vous avez vu que j'ai utilisé beaucoup MBlock pour le cycle intermédiaire. Donc, je vous invite à aller voir ce qui se retrouve là-dedans et à décider qu'est-ce qui correspond le mieux à vos besoins. Vous avez peut-être même été surpris de voir que j'ai inclus Roblox. Roblox, souvent, on pense, c'est nos petits jeunes qui jouent à des jeux sur Roblox. Mais saviez-vous que ces petits jeux-là ont tous été faits par des gens qui programment, des codeurs amateurs. Donc, là, je ne parle pas de télécharger Roblox, mais je parle de télécharger Roblox Studio, qui est quand même de la programmation assez avancée. Ce n'est pas pour les débutants. Et ça permet aux jeunes de créer leurs propres jeux vidéo et ensuite de les rendre disponibles sur le store de Roblox. Il y a Minecraft aussi. Si jamais vous avez Microsoft dans votre conseil scolaire, vous pouvez utiliser Minecraft version éducation pour faire du codage aussi. Donc, vous voyez qu'il y a plusieurs options en mode icône, en mode bloc textuel et en mode texte de type Python pour faire votre codage. Donc, évidemment, dans votre planification annuelle, dépendant du niveau scolaire, vous pouvez choisir d'y aller avec du débranché au début. Peut-être passer aux icônes et ensuite passer aux blocs qui contiennent du texte. Et si vous avez des élèves assez avancés, peut-être que vous voulez aller à la programmation textuelle 100% en Python. Donc, je pense que ce n'est pas les choix qui manquent lorsque vient le temps de faire du codage, que ce soit du codage en achetant des trousses ou juste en utilisant ce qui est 100% gratuit sur Internet. Je vais vous donner aussi ici dans le clavartage mon blog où vous allez voir des jeunes qui ont codé à l'école au Centre Jules Léger, qui ont codé un système de serre qui leur permet de gérer une serre de façon totalement automatisée. Je vous le montre à l'écran et je vous le partage dans le chat. Donc, voici de quoi ça a l'air ici. Ça sera pas long. Donc, ça ressemble à ça ici. Donc, vous voyez qu'ils ont créé tout leur système ici. Donc, vous allez voir les photos là, de tout leur système pour leur serre qui est avec des capteurs. Vous allez voir l'équipe ici. Je vous mets le lien dans le chat si ça vous intéresse. Et sur ça, moi, je vous dis, on a terminé notre atelier. La dernière chose que je vais vous donner, c'est notre formulaire de rétroaction. Donc, si vous pouvez prendre le temps de remplir notre formulaire de rétroaction ici, je vais vous mettre le lien dans notre chat. C'est toujours utile d'avoir votre feedback. Et moi, après ça, je vais vous dire au revoir, à moins que vous ayez des questions. Donc, ici, je vous mets dans le clavardage là, le lien vers mon billet de blog et je vous mets ici le lien vers le formulaire de rétroaction. Et ça va être tout pour moi.
Et voilà. Donc, j'espère que vous avez appris beaucoup et je vous dis merci et à la prochaine.